Eh bien, ce mois de septembre 2021, nous sommes actuellement au MIT. Le MIT, c'est le parc des expositions Nouvelle Génération à Toulouse. Et donc, pour la deuxième fois, donc deuxième édition, nous sommes au Salon Auto Classique, avec cette année une mise en vedette avec les sportives des années 1900, 1902, jusque dans les années à peu près 1960. Donc, autant vous dire que l'on va voir de très belles choses, notamment aussi Ferrarissime qui fête ses 15 ans d'exposition annuelle à Toulouse et en région, pour un bienfait auprès des enfants malades dans les hôpitaux de Toulouse et de la région, voire de Montpellier aussi. Donc, une œuvre caritative avec des baptêmes en Ferrari. Et pour vous dire que j'ai essayé, c'est absolument étourdissant, phénoménal. Ça vrombit, on a l'impression de rouler à 300 km/h sur une portion à 80 km/h. Donc, vous voyez, c'est quand même extraordinaire. Et puis, qu'est-ce que j'ai rencontré aussi, ou qu'est-ce que je vais rencontrer? Un monsieur, il s'appelle Henri-Jacques Citroën. Ça vous dit? C'est tout simplement le petit-fils de André Citroën, le grand constructeur de Citroën, une marque mondialement connue, et notamment bien sûr la 2 chevaux, ça vous parle, la 4 chevaux, la fameuse DS, parce qu'ici il y a aussi un stand et où l'on verra la 2 chevaux encore plus près et toujours aussi actuelle. Nous avons aussi la Jeep qui fête ses 80 ans. Alors nous allons voir le tout premier modèle 1945 jusqu'à aujourd'hui. La Jeep s'est totalement démocratisée avec vous verrez, des convenances personnelles pour le camping, en tout terrain forcément, que ce soit ici en France ou que ce soit ailleurs dans le monde. Et je signale en fait que l'ADN de ce mythe et de ce salon, c'est la vente aux enchères. Et oui, parce que vous pouvez vous-même vous acheter une voiture mythique, une voiture de course ou bien quelque chose qui vous fasse rêver. Alors bien sûr, il faut lever le doigt, il faut faire comme ça, j'achète, et c'est au plus offrant. Alors si vous avez une bourse conséquente, je vous souhaite d'emporter la mise. Voilà, chers amis, à l'année prochaine. Monsieur Luc, vice-président de l'association Ferrarissime, bonjour, merci de nous recevoir dans ce carré VIP. Alors, Ferrarissime, qu'est-ce que c'est? Ferrarissime, c'est une opération que nous avons montée par des clubs Rotary il y a 15 ans, puisque c'est la 15e année que nous faisons ça. Donc c'est une opération qui est destinée aux enfants malades et handicapés. Donc on récolte de l'argent en faisant faire des baptêmes. Vous avez plusieurs animations sur le salon. Et à partir avec cet argent récolté, on le donne à Hôpital Sourire pour payer en fait la totalité des intervenants extérieurs, donc tout ce qui touche au spectacle vivant auprès des enfants malades et hospitalisés à l'hôpital des enfants à Toulouse. Voilà. Ça concerne uniquement Toulouse, c'est bien cela? Non, ça peut concerner, Hôpital Sourire était présent aussi à Albi, à Montpellier aussi maintenant. Et donc la somme que l'on remet permet de financer ça. C'est-à-dire si jamais ils ont un besoin non financé à Montpellier, on peut financer. Il y a les vases communicants pour la région Occitanie. Il y a des vases communicants, absolument. Est-ce qu'il y a d'autres Ferrarissimes en France, dans d'autres régions? Il y a un autre Ferrarissime donc, qui ne s'appelle pas tout à fait pareil. Il s'appelle Ferrarissime, mais ça ne s'écrit pas pareil, qui est à Linseuil, dans le nord de la France, et donc qui a été fait aussi par des clubs Rotary. Alors qui, pour le moment, n'existe plus, mais effectivement, nous nous étions basés à l'époque sur cette expérience-là pour monter ce Ferrarissime ici à Toulouse. Vous êtes donc un ensemble de pilotes. Combien sont-ils? Est-ce qu'il y a des pilotes femmes dans ce genre de question? Alors oui, on a pas mal de pilotes femmes. Oui, donc on a beaucoup de passionnés de Ferrari qui viennent passer le week-end avec nous. Alors là, l'expo que vous avez, c'est une expo qui est fournie par la concession Modena Sport, qui est notre partenaire depuis 15 ans. Donc il nous amène, là on a 35 ou 38 voitures je crois là dans le hall. Et à partir de cet après-midi, nous allons avoir 55 pilotes qui arrivent de la totalité de la France. Donc on les loge dans des hôtels. On les fait manger, on organise des soirées pour eux le samedi soir, etc. Et ils font faire des baptêmes de Ferrari aux enfants, à toute personne et au public, donc des baptêmes payants. Et en parallèle de ça, nous avons des enfants malades qui arrivent de l'hôpital, qui viennent faire des baptêmes et qui repartent. Alors pour eux, bien entendu, c'est gratuit. Alors Luc, à quel âge peut-on se prétendre piloter une Ferrari?
Ah ben, on peut piloter une Ferrari à partir du moment où on a le permis, hein. Il n'y a pas de, enfin, la législation autorise de piloter une Ferrari. Après, ce sont des voitures quand même extrêmement sportives. Et donc, il faut faire attention, quoi. On ne met pas une Ferrari comme ça dans les mains de n'importe qui. Il Merci. faut avoir un peu d'expérience de pilotage. Et le prix d'une Ferrari, enfin les alentours? Alors le prix d'une Ferrari, ça va, c'est très très variable. En fait, ça peut, une Ferrari neuve aujourd'hui, vous allez en avoir une pour 150 à 200 000 euros. Après, vous allez en trouver d'occasion à partir de 30 000. Mais en occasion, on a de très très vieilles Ferrari ici qui coûtent 5 millions, 6 millions, quoi. Là, sur le salon, nous avons ça. Eh bien, cher Luc, je vous remercie pour cette invitation et nous allons passer tout ce week-end à visiter et à faire quelques baptêmes auprès des pilotes. Merci. Très bien, merci à vous aussi. Merci. Bon week-end. Une des particularités du salon est de voir cette magnifique collection des années 1900. Ce sont les sportifs, ce sont les véhicules routiers qui étaient bien sûr dans un but de compétition routière et des premiers circuits en France et dans le monde. Alors on a des objets absolument extraordinaires, on a des Ford, on a des Bugatti, bref, un régal pour les yeux. On ne sait où poser ses yeux justement parce que c'est phénoménal. Voici un modèle par exemple, une Ford avec une carrosserie assez imposante et robuste. Et alors on s'imagine un petit peu le bruit qu'il y avait, qui pétardait le conducteur à ce volant. Ça devait être quelque chose de assez phénoménal. Et j'imagine la poussière qu'il pouvait y avoir sur les routes, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore le bitume forcément. Donc il valait mieux être devant plutôt que derrière. Alors je vous parlais des Bugatti. Eh bien effectivement, regardez, elles sont là. Trois exemplaires de Bugatti, les années 1920 aussi un petit peu. Oui, bonjour, merci. Voilà. Alors Bugatti, bien sûr, Ettore Bugatti, une marque et un nom absolument célèbre dans le monde entier. Et là regardez celle-ci, là, hein, 100 ans déjà. C'est absolument aussi très beau. Deux places, non, je pense pas. Non. Ou alors il fallait être petit à l'époque, hein, parce que pour tenir à deux là-dedans, c'était pas évident. Il faut rappeler quand même que c'était des voitures de course. Ben oui, tout simplement. Voilà. Et puis celle-ci, là, venez voir. Oh là là, celle-ci, ce n'est pas un coup de cœur, mais elle me plaît beaucoup parce qu'elle date de 1927, si je me penche bien. C'est bien ça. Non, 1922. Elle a une allure un petit peu de Laurel et Hardy. Je ne sais pas. Je vois un petit peu ces années pétaradantes. Et alors, je vous demande de regarder attentivement le tableau de bord. On a l'impression que c'est une bombe à retardement avec ces tiges, comment dirais-je, ces colliers visibles, des sortes de manivelles. Moi, je ne m'y risquerai pas, hein, forcément. De toute façon, je ne peux pas, c'est pas possible. Et puis enfin, un modèle, un joli modèle. Ah oui, mais la personne me fait face. Nous allons faire un petit voyage dans le temps à bord de cette voiture assez originale, bien sûr. Une 6R Renaudin. Alors, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu plus longuement? Cette 6R Renaudin, ce sont des voitures qui ont été conçues pour la course. Et quand elles étaient en course, d'ailleurs, elles étaient équipées de façon beaucoup plus légère. C'était un peu comme maintenant, on allège le carter, on allège tout pour avoir de la vitesse. Donc c'est une voiture qui développe 12 chevaux quand même, hein. C'est une biplace et encore une fois elle avait été conçue pour la course. 1905, 1907 par exemple, un truc comme ça. Qui pouvait se permettre d'avoir une voiture à cette époque-là? C'était pas les paysans. Oh ben, aucune voiture à cette époque, c'était que des gens qui avaient les moyens de se payer une voiture. C'était comme maintenant, ça correspondait à l'époque à la voiture de course d'aujourd'hui, quoi. Oui, on va dire la bourgeoisie de l'époque, les industriels.
Oui, les industriels, je dirais. La bourgeoisie, peut-être pas ce genre de voiture, mais les industriels, oui. Qui était un peu fou quand même de se lancer sur des machines pareilles. Pour faire la course, je pense que oui. Avec nos yeux d'aujourd'hui, avec ce qu'on sait d'aujourd'hui de la sécurité, oui. À leurs yeux, peut-être pas. C'était la passion qui les faisait courir. Voilà. Un peu comme les aviateurs de l'époque aussi, forcément, quoi. Voilà, c'est un peu pareil. Parce qu'ils n'étaient pas très protégés, hein, que veut dire. Et en plus, les arbres étaient très proches. Ça roulait à combien de kilomètres/heure, ça, à peu près? Oh, je ne sais pas à combien elle roulait. Je ne saurais pas dire. Elle peut-être roulait à 60 km/h, un truc comme ça. C'était déjà pas mal, hein? Oui, bien forcément. Oui. Oui, parce que par rapport au cheval, c'est autre chose, hein. Voilà. Alors donc cette collection ici, ce sont les sportives du début du siècle. Alors celles qui sont ici sont des sportives du début du siècle, oui. On a commencé, bon, ce ne sont pas les plus belles sportives qui existent, on en connaît des plus belles, mais celles sont beaucoup plus loin par rapport géographiquement, donc on a celle-là. Après, ce qu'on a fait, le thème de l'exposition, c'est les sportives, donc on a choisi que des sportives. Et après, on a des sportives plutôt dans les années 20 et 30 et dans les dernières années, les années 80, 70. Votre association a d'autres bijoux, je sais. Oui, ce sont des collectionneurs ou des gens même qui ne collectionnent pas, mais il y a un patrimoine d'automobiles dans la région qui est très important, et peut-être même plus important, parce qu'ici peut-être qu'on pouvait se balader, enfin, je ne sais pas les raisons pour lesquelles c'est comme ça, en attendant il y en a beaucoup. Voilà. Et donc après, il faut les chercher, il faut que les gens nous les prêtent, il faut que les gens aient envie de les exposer. Mais je pense qu'ils ont envie des fois. Oui, je crois savoir aussi pourquoi ce vivier. Parce qu'en fait, selon les époques guerrières, les guerres qu'il y a eu en France, avec certaines débâcles, les industriels, enfin ceux qui possédaient de si belles voitures, n'avaient qu'une hâte, c'était de les protéger. Donc ils sont partis un petit peu dans le sud et certaines ont été dans des granges, etc. Vous donnez une explication, je ne la connais pas. Je n'ai pas d'explication personnelle. Il y a peut-être des gens qui sont plus à même de vous en parler, mais pas moi. Enfin, en tout cas, c'est un plaisir quand même que de voir ces machines. Oui. Vous allez pouvoir piloter, là, on part? On fait un voyage dans le temps, là, on ferme Ici, les yeux. On pourrait le faire, mais on n'a pas le droit de rouler. On est dans un stade où on n'a pas le droit de rouler. On les pousse à la main, on ne les met pas en route. Justement, toutes ces voitures qui sont là, est-ce qu'elles fonctionnent? Oui. Oui. Peut-être pour le rallye des poilus. Voilà. C'est ça, hein. Si vous faites, on a une fois par an le rallye des poilus, là ce ne sont que des voitures d'avant 14 et à partir de là on a des circuits, de petits circuits quoi, parce que ce qu'on va faire, on va faire une vingtaine, une trentaine de 50 km par jour peut-être. Oh elle marche bien hein, parce que la mécanique à l'époque était quand même déjà de précision. Et voilà, aujourd'hui on est plutôt dans l'électronique, mais à l'époque c'était vraiment de la mécanique. Et quand elle tombait en panne, on savait la réparer. C'est ça. Et dans tous les villages, on pouvait avoir affaire aux forgerons qui étaient capables de... Ah, pour certains aspects, ça, oui. Hein. Oui. Et surtout les paysans qui avaient déjà des machines agricoles et qui connaissaient la mécanique agricole. Ça se rapproche plus de la mécanique agricole à l'époque d'ailleurs que de la mécanique de précision après. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Pas de problème. Au revoir. Carrière après, oui, je suis rentré chez Citroën jusqu'à ma retraite. Il était où? À Montauban. Albi d'abord, chez Maurice-Émile Pezous, qui fabriquait les mètres. Et ensuite Montauban, où j'ai passé près de 35 ans. Maintenant, je m'occupe du club des amis de l'an de chevaux. Attendez, voilà. Là, donc avec tous mes amis, qui sont passionnés, collectionneurs, des dochistes, des DSistes, des SCMistes. Eh bien, chers amis internautes, permettez-moi de vous présenter Henri-Jacques Citroën comme la 2 chevaux. Bonjour, cher monsieur. Bonjour, ravi de vous rencontrer, d'être ici à Toulouse pour cette super exposition de voitures anciennes. Je vais vous poser une question piège. Quelle est votre voiture préférée, la marque de la voiture? Ah, ça va vous étonner, hein. C'est quand même Citroën, la marque la plus collectionnée au monde et qui a le plus de voitures mythiques de toutes les marques.
Donc ça, c'est toujours quelque chose que j'aime bien souligner. Œuvrez-vous vous-même dans le milieu de l'automobile? J'œuvre dans la mesure où j'essaye de souligner ce qu'André Citroën a apporté, mettre en avant la mémoire d'André Citroën, parce que ses apports à l'économie française, à la France en général, ont été vraiment considérables, non seulement dans le domaine de l'automobile, mais dans le domaine de la publicité, du marketing, puisque les spécialistes disent qu'il a tout inventé dans ce domaine, mais aussi avant ça, les gens oublient ou ne savent pas qu'il a fabriqué des obus pendant la Première Guerre mondiale, et avant ça, les engrenages à chevrons qui ont donné le logo à la marque Citroën. Les fameux chevrons, bien sûr. Les fameux chevrons. Mais sinon, j'ai toutes sortes d'activités par ailleurs dans l'intelligence économique, dans l'éthique des affaires. Et bon, voilà. Donc vous n'êtes pas retraité? Ah non, pas du tout. Je ne connais pas ce mot d'ailleurs. Là, je pense que tant qu'on peut être actif, il faut apporter ce que l'on peut apporter à la société, à son pays. Le quai de Javel, là, c'est de l'histoire ancienne? C'est de l'histoire ancienne, mais quand on y passe, puisqu'à Paris, il y a sur place, à cet endroit, il y a le parc André Citroën, c'est toujours un moment d'émotion et de se rappeler qu'à cet endroit, tout a démarré, tout a été créé. Donc, est-ce que vous avez des enfants peut-être? Est-ce qu'au sein de la famille, il y a toujours le côté de perpétuer cette dimension, ce patrimoine, j'allais dire? On est très sensible, en tout cas une partie de la famille, moi évidemment, puisque je suis la personne, disons, la plus visible de la famille, mais j'ai 2 frères et puis j'ai des enfants aussi qui sont vraiment enthousiastes, et puis on essaye de faire plaisir autant que possible à tous les collectionneurs, à tous les passionnés en les rencontrant, et puis chacun a toujours des très belles histoires à nous raconter, parce qu'en France, toute famille a quelque chose à dire sur Citroën. Cette fameuse 2 chevaux, puisque bien sûr c'est l'emblème. Il y en a un qui une fois a pris le volant et puis il a eu un accident de place de l'Opéra à Paris, et puis il lui restait que le volant dans les mains. Et puis il a dit, maintenant elle va marcher moins bien. Ça, c'est le fameux film, non? Oui, bien sûr. Oui, c'était vraiment un super gag dont on se souvient au cinéma. Mais c'est vraiment une voiture qui est mythique, parce qu'elle a été vraiment très pratique. C'est une jolie... Elle n'était pas chère, justement. Hein, elle n'était pas chère. Et puis regardez, elle a été utilisée par toute catégorie de Français, quelle que soit la profession. Vous les aviez dans l'agriculture, les étudiants. Même James Bond l'a utilisé. James Bond aussi l'a utilisé. D'ailleurs, on voit sa voiture de temps en temps à Rétromobile dans des expositions et tout. Mais vous voyez, c'est une marque, et c'est pour ça que j'en parle avec enthousiasme, parce que c'est une marque qui est vraiment dans la vie des Français. Et c'est pour ça que le discours que j'avais prononcé pour le centenaire à la Ferté-Vidame, j'avais terminé en reprenant une phrase que m'avait soufflé un ami latino-américain. J'avais dit « Citroën, c'est la France ». Parce que ça résume un petit peu toute l'histoire du XXe siècle. Et puis bon, il y a quand même une affinité, une sympathie des Français vis-à-vis de cette marque. C'est un dernier mot. Mon fils a 30 ans et il ne jure que par la Citroën ZX, dont il a la 4e version. Vous voyez, c'est remarquable, mais c'est pour ça que je vous disais que Citroën intéresse des passionnés de tous âges. Vous n'avez pas simplement des gens qui ont plus de 40 ans, 50 ans à l'époque où on produisait ces voitures, la DS, la 2 chevaux. C'est quelque chose qui reste dans le temps. Et c'est une voiture qui passionne les Français, toute catégorie sociale, toute origine géographique. Moi, je remarque dans tous les rassemblements que je fais, il y a On la customise à toutes les sauces. On la trouve en cabriolet, même couleur Ferrari ou autre. D'ailleurs, vous allez voir le stand Ferrari. Ah oui, je vais voir ça tout à l'heure. Je vous dirai à personne que je l'ai visité, mais j'irai le voir parce que c'est quand même des belles voitures aussi. Cher monsieur, merci beaucoup. Et puis alors, bonne continuation dans votre carrière. Et puis on va regarder ça parce que il y a vraiment des bijoux qui sont présentés ici dans cette exposition. Voilà. Bon vent. Merci. Léa, bonjour. D'abord, est-ce que tu es passionné de ces voitures anciennes ou nouvelles? Oui, j'aime beaucoup, c'est joli et c'est beau. Plus les Ferrari, je préfère les Ferrari. Et pourquoi? C'est plus volumineux et c'est plus joli. Oui, ça fait rêver. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors vous êtes au salon Auto Classique. Pour quelle raison d'abord? Pour venir voir des voitures anciennes et pour venir regarder l'exposition Ferrarissime organisée par le Rotary Club de Toulouse. Quel est votre coup de cœur parmi l'ensemble de ces automotos? Personnellement, Ferrari 458. Je vois que j'ai affaire à un connaisseur.
Vous pilotez peut-être Ferrari? Vous aimeriez piloter Ferrari? J'espère, prochainement. Oui. Vous pensez qu'un jour ou l'autre, vous serez un acquéreur de voitures Ferrari? Il y a des chances. Il y a des chances, me dit-il. Oui. Avez-vous participé au baptême? Non, non, pas du tout. Non. Vous savez que c'est pour une bonne cause, c'est les enfants malades. Je suis rotarien également, au club de foie. Voilà. Oui. 09, l'Ariège. Merci beaucoup. Bonne continuation. Merci. Alors Lily, je m'arrête dans votre stand de chez Automobile Club du Midi parce que je viens de voir cette petite voiturette là. Alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce produit phénoménal antique? Donc c'est une voiture de BMW, donc Isetta. Donc c'est, si vous voulez, une voiture à la base italienne qui a donné des licences, donc notamment à BMW en Allemagne et à Velam en France. Et donc c'est une toute petite voiture, c'est un moteur de Vespa qu'il y a dedans. Voilà, 250 cm3, 12 chevaux et 350 kg. Donc c'est vrai que c'est très léger. C'est une voiture plume. Là, c'est le cas de le dire. Et puis c'est surtout une voiture pour une personne, voire deux, mais pas beaucoup plus. On a vu la particularité, c'est qu'on ouvre le devant. Oui. C'est étrange. Ça. Oui, c'est très étrange, mais c'est vrai que c'est un peu la petite particularité de la voiture qui s'ouvre. Il y a juste une seule porte à l'avant. Et après, il n'y a pas de coffre, puisque c'est le moteur qui est dans le coffre. Et il y a juste une petite trappe, juste ici, là, pour, si vous voulez, pour avoir accès au moteur, etc. Mais c'est vrai que c'est particulier. Cette voiture a dû être, comment dirais-je, assez... Au départ, elle était italienne, c'est cela? Oui, c'est le... Ça, on dirait un pot de yaourt. Oui, on dirait un pot de yaourt. Ben, c'est vrai que niveau look, elle a un look assez particulier. Et... Les gens s'arrêtent oui. Parce qu'ils sont surpris. C'est vrai que... Oui. Et le volant est mobile, justement, il est accroché à la porte. Oui, voilà. C'est-à-dire que le volant qui est accroché au panneau de bord, qui est accroché à la porte et qui donc en fait se lève pour ouvrir. Oui, voilà, et pour que les gens puissent s'installer confortablement. Elle roule encore? Alors celle-ci ne roule plus parce qu'elle a un problème au niveau, elle a une fuite au réservoir d'essence. Mais oui, ça va être réparé sous peu. Mais est-ce que vous l'avez conduite vous-même? Alors moi non, parce que c'est pas la mienne, mais malheureusement, c'est celle d'un de nos adhérents qui nous l'a gentiment prêtée parce que c'est notre mascotte, donc pour le salon c'était important. Elle en est, ah oui, 1957, c'est ça? Oui, exactement. Avez-vous un petit peu une culture de la voiture pour savoir quelle était la première voiturette comme ça, minuscule, qui a été produite en France? Alors là, je vous avoue que vous me posez une colle. Je sais pas trop, je saurais pas 1943, 1943 la petite voiture électrique. Électrique? Oui, alors je crois savoir, si je ne fais pas trop de bêtises, entre Peugeot ou Citroën. Voilà, la voiture. C'était pendant la guerre, justement. La voiturette électrique, 1900. C'est absolument phénoménal parce qu'à cette époque-là, on ne pouvait pas imaginer que dans les années 2000 et autres, on retournerait à la voiture électrique. C'est vrai. Voilà. Mais là, celle-ci, pour moi, c'est un petit coup de cœur qui est mignon, tout plein, gentil et qui vous ressemble. Ah bah, écoutez, c'est très aimable, mais si je peux rajouter un petit truc, c'est que c'est ce modèle de voiture donc, qui a été, c'est un petit peu le modèle qui a, si vous voulez, sauvé BMW après la guerre. Parce que donc BMW était un peu mal en point et c'est vrai que quand ils ont lancé ce modèle, ça a très très bien marché en Allemagne. Ils ont fait des ventes assez phénoménales et du coup c'est vrai que c'est un petit peu le modèle, si vous voulez, qui a sauvé BMW. Donc c'est. Alors là, vous m'apprenez quelque chose et je crois qu'au sein du public qui va regarder l'émission, ils vont apprendre aussi quelque chose. Parce que quand on connaît la marque BMW, une BM, on ne peut pas s'imaginer que c'était cette petite mini voiture que l'on pouvait mettre dans son salon. La preuve, elle ne tient pas de place, quoi. Elle est plus courte qu'une Smart. Ah oui, en plus. Eh oui. Oh là là. Ah, j'ai bien fait de m'arrêter chez vous. Hein. Vous avez très bien fait. Vous allez me passer les clés puis je repars chez moi avec. Hein. Oui, alors vous n'allez pas aller loin parce qu'elle ne marche pas. Mais bon. Mais quelle est son autonomie au niveau du réservoir. Et puis de kilométrage, combien? Alors maximum, je sais que c'est. Je vous dirais que je ne sais pas trop exactement. Au moins 40 km. Oui, vous devez à peu près faire 40 km. Après, c'est 85 km/h maximum, donc vous n'allez pas prendre l'autoroute, mais... C'est quand même pas mal. C'est déjà ça. On était à l'abri en plus. Hein. Ah bah, et pour se garer, c'est très pratique. Alors là, c'est sûr et certain, extraordinaire. En face. Tout droit. Voilà. Et puis une 3 roues, donc... Voilà. Et il y en a 4. Et c'est 2 roues jumelles à l'arrière qui sont très rapprochées. Oui, très très rapprochées. Ah, c'est trompeur. Donc c'est vrai que c'est très trompeur. Mais c'est les Velam, c'est les Isetta Velam qui ont seulement 3 roues.
à l'arrière. Voilà. Mais je vois que vous êtes hyper calé en fonction commerciale. Ah bah, c'est surtout que j'ai lu les petits documents informatifs sur l'Isetta et que... En tout cas, je vous remercie parce que voilà, je crois que j'ai trouvé mon coup de cœur là, vraiment. Ah ouais, ça y est. J'ai eu beau voir Ferrari, les vintage aussi, mais là j'ai trouvé, voilà. Et ben si vous voulez, BMW ont relancé la production avec des petites Isetta électriques. Si vous avez vraiment un coup de cœur et que vous voulez aller jusqu'en Allemagne pour en acheter, c'est possible. C'est loin l'Allemagne. En plus, ils sont en pleine élection. Là, c'est oui, un remue-ménage. En tout cas, Lily, oui. Ce fut charmant. Eh ben, merci. À vous. Merci à vous. Au revoir, Lily. Au revoir. No honky-tonks in jail. No cigarettes, they read your mail. You can't hear the jukebox wail. Ain't no honky-tonks in jail. Nous sommes partis à bord d'une Ferrari, pas des moindres puisqu'elle est décapotable. La preuve, regardez, hop. Ah ouais, ouais. Alors mon pilote c'est Serge, c'est ça? Ouais. Et Serge, tu viens d'où? À côté. Voisin. D'accord, tu es du pays, parfait. Voilà. Et tu as l'habitude de rouler en Ferrari sur ces portions de route? Eh oui, parce que c'est là où j'habite, donc je suis pas très loin. Et tu roules tous les jours avec? Non. Ah, non. D'accord. C'est que pour le loisir. Ouais. Loisir et surtout pour la bonne cause des enfants hospitalisés, pour le Téléthon, pour ce qui est manifestation caritative. Quand tu fais des démarrages rapides, là, ça monte à combien là? Oh, on peut monter un peu, mais là on est pas sur circuit, on est sur une route ouverte, donc on respecte les vitesses, les gens, on respecte tout. D'accord. En fait, la sensation c'est surtout le bruit moteur qui... Le bruit moteur. Ouais, on a l'impression que... Alors, l'important c'est d'entendre le bruit moteur maintenant, où on va arriver. Ah ouais, d'accord. Justement, je vais le laisser partir. Ouais. Voilà, c'est pour ça que les chauffeurs et les pilotes de voiture ont voulu garder ce bout du circuit. Voilà, c'est là. Il n'y a pas à dire, ça déménage. Hein, ça, ouais. Plus il fait beau aujourd'hui, c'est bien pour le public. Très bien. Ouais. Ça, c'est ce qui nous rappelle les tunnels italiens quand on va chez Ferrari en Italie. Donc à Modène, on a les mêmes tunnels, mais sauf qu'on en a une centaine à passer comme ça. Ouais, ça y va là. Ah, ça c'est un véhicule qui a quel âge? 2003. 2003. Donc 18 ans. Ok, et elle a combien au compteur? Elle a 65 000 km. 65 000, parfait. Elle n'est pas à vendre? Non. Et si elle était à vendre, elle vaudrait combien? Oh, elle vaut dans les 80 000 €. D'accord.
Hier, je suis monté dans une qui faisait 350 000 euros. Et voilà, c'est pas du tout la même. Enfin, elle était exposée, c'est simplement exposée. Ah, exposée, ouais. La à l'expo, il y en a une à 539 000 euros. Et ça vaut vraiment le détour, ça vaut la sensation forcément parce que Ferrari ben, c'est un rêve et la preuve vous voyez c'est accessible. Bon voilà. Allez ça roule là. Serge, il ne me reste plus qu'à te dire merci. Ce fut un plaisir. Et puis, ben, on recommencera l'année prochaine. Il n'y a aucun problème. Pour Ferrarissime. Tout à fait. Parfait, merci. Hey, alors laissez-moi vous dire que ça décoiffe. Hein. Ça décoiffe. Hein. Une casquette, là, c'est pas possible. Hein. Et si votre véhicule a tout est content, eh bien, ça ouais.